Eureka, l'émission qui fait le tour de l'innovation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur nos ondes pour cette 10e et dernière chronique de notre série consacrée aux territoires connectés et durables, en partenariat avec Infranum. Au micro, Erwan Carrier, KPMG. Aujourd'hui, pour cette émission très spéciale, nous avons le plaisir et la chance de recevoir 3 intervenants de marque. Mathieu Pro, de la Banque des Territoires, a été membre du comité de pilotage qui a suivi le rapport remis à la DGE. Olivier Legros dirige le syndicat mixte numérique du Val-de-Loire et Emmanuel Mouton préside Synox, société qui intègre et édite des objets connectés dont la qualité n'est plus à démontrer. Bonjour à tous les 3. Bonjour Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour Erwan, bonjour à tous. 3 intervenants, 3 expertises, 3 approches. Ils vont nous permettre de mieux dessiner le chemin de croissance des territoires connectés durables avec un regard dans le rétroviseur, mais surtout avec une très forte envie de se projeter dans cette nouvelle politique publique en cours d'émergence. Mathieu Pro, la Banque des Territoires est naturellement le point de contact de nombreuses collectivités pour faire avancer leur réflexion en matière de territoire intelligent. Qu'est-ce qui peut, selon vous, les inciter à se lancer dans une stratégie de territoire connecté et durable ? De nombreuses données sont produites sur les territoires. Elles sont produites par différents acteurs, publics comme privés, collectivités, administrations, entreprises, citoyens, etc. Et ces données constituent une source d'information importante pour la connaissance du territoire et donc pour le pilotage des politiques publiques. La mise en place d'une stratégie de la donnée est essentielle pour garantir la souveraineté de la décision publique, en assurant une bonne utilisation de ces données territoriales et une mobilisation de tous les acteurs du territoire. Pour mettre en place cette stratégie de la donnée, les acteurs publics locaux peuvent notamment s'appuyer sur la littérature existante. La Banque des Territoires a publié un guide stratégique pour l'utilisation des données, dont KPMG a d'ailleurs participé. L'étude que vous avez remis à la DGE et également les différents rapports parlementaires. Et enfin, également, les premiers retours d'expérience des territoires pionniers. Côté entreprise, Emmanuel Mouton, à votre avis, quel est le principal déclencheur pour qu'une collectivité se lance dans l'innovation ? De notre expérience, des fois, un simple discours du maire ou une polémique sur Twitter a fait basculer la collectivité dans l'innovation et dans le fait de s'enclencher dans la démarche. Mais tout vient d'abord d'une volonté aussi politique, d'avoir une vision claire, une ambition de la part du président ou du maire, mais c'est aussi des métiers qui sont motivés. Parce que c'est une transformation dans leur process et dans leur quotidien, et il faut impliquer les métiers, et quand les métiers sont impliqués, la démarche peut s'enclencher. Le troisième élément que l'on a pu observer, c'est une organisation de décision claire. Trop souvent, les collectivités ne sont pas organisées ou manquent d'organisation ou sont en train de s'organiser pour décider les cas d'usage, la priorisation de ces cas d'usage et comment mettre en place l'innovation au sein de la collectivité. Mais je voudrais revenir sur un élément quand même qui est important, qui est un besoin identifié d'un retour sur investissement par un directeur général des services. Le directeur général des services est au cœur du dispositif, puisque c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Et il faut qu'il y ait un réel intérêt aux différents services à intégrer l'innovation pour améliorer la rentabilité ou améliorer la qualité de service. Olivier Legros, à titre d'illustration, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez souhaité vous engager dans une démarche stratégique territoire connecté et durable ? Tout d'abord, pour résoudre des problèmes et apporter des solutions par rapport aux besoins de nos membres. Voilà, donc le syndicat mixte Val-de-Loire numérique que je dirige porte la compétence aménagement numérique pour la région Centre Val-de-Loire, les départements d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, ainsi que toutes les communautés de communes de ces 2 départements. Et donc, comme toutes les collectivités territoriales, nos membres sont confrontés à plusieurs problématiques. Tout d'abord, il faut maintenir, voire même développer des services publics de qualité. Il faut rester rationnel en matière de dépenses, d'investissement et de fonctionnement. Il faut prendre de plus en plus systématiquement en compte l'environnement et la durabilité des actions qu'on mène. Et enfin, il faut se protéger contre un certain nombre de risques bien réels vis-à-vis des données que l'on manipule. Il y a des mauvais usages de données sensibles ou personnelles, il y a des cyberattaques. L'idée, c'est de mettre en adéquation l'ensemble des solutions qui existent tout en aidant les collectivités territoriales à réaliser leur mission au service des citoyens, des entreprises, des associations. Et par rapport à cette problématique, on a surtout souhaité prendre le temps de l'analyse et de la réflexion
Et la démarche que l'on lance, qui s'appelle Smart Val-de-Loire, commence tout d'abord par une phase d'analyse et on a confié au groupement KPMG, Smart World Partners et Keranum le soin de nous accompagner dans l'élaboration de notre stratégie. Comment le rapport remis à la DGE a-t-il influencé vos réflexions et votre cahier des charges? Ce rapport nous a permis d'avancer en confiance. Parce que tout d'abord, il nous permet de bien comprendre les grands enjeux, de bien comprendre les possibilités, les écueils, notamment avec tout un panel de définitions, de recueils de témoignages de gens qui ont été pionniers en la matière. Donc ça, c'est extrêmement important et inspirant. Mais en même temps, il nous apporte une certaine lucidité et il nous aide à comprendre que le cadre d'intervention n'est pas encore complètement stabilisé. Donc voilà, à la fois confiance et lucidité sont un peu les maîtres mots de notre ambition sur ce sujet. Olivier, toujours, quels enjeux avez-vous vu émerger depuis le lancement de votre démarche? Alors, on n'est pas tout à fait au terme du diagnostic, un préalable à l'élaboration du schéma directeur. Mais ce qui semble se dessiner de manière assez claire aujourd'hui, c'est que le rôle d'un syndicat comme le nôtre est réaffirmé par nos membres. Ils font part d'un besoin de structuration et de ligne directrice, un besoin de pédagogie et d'accompagnement. Et aussi, c'est très important, parce que c'est un peu notre raison d'être aussi, ils ressentent un besoin de mutualisation ab initio sur les différents projets que l'on pourrait porter. Et c'est vraiment un peu notre cœur de métier, c'est à la fois de structurer des offres, d'être capable d'accompagner au quotidien et puis d'offrir des offres de mutualisation sur la donnée, sur les réseaux. Mathieu Pro, Olivier Legros nous a partagé des enjeux à une échelle locale. Avec votre vision de la Banque des Territoires, quels sont les enjeux que l'on retrouve à une échelle macro? Plusieurs enjeux et difficultés nous sont remontés des acteurs publics locaux. En premier lieu, la difficulté d'accès à la donnée lorsque cette dernière n'est pas produite par la collectivité elle-même et lorsqu'elle doit l'obtenir d'un partenaire public ou privé. Et sur ce point, l'intégration de clauses d'accès à la donnée dans les contrats signés avec ces partenaires est absolument essentielle. Ensuite, des difficultés pour identifier des cas d'usage pertinents, déployables et surtout supportables financièrement pour les acteurs publics. Et de nombreux acteurs et collectivités cherchent notamment des cas d'usage permettant de réaliser des économies et une gestion optimale des différentes ressources. Enfin, l'existence des standards et modèles de données qui sont encore peu nombreux et pourtant nécessaires pour un déploiement à grande échelle des territoires intelligents et durables. Et l'appel à projet Territoires intelligents et durables, précisément, lancé dans le cadre de France 2030, le PIA4, et dont la Caisse des dépôts est opérateur, vise notamment à trouver des réponses à ces différents sujets. Emmanuel, quelles contraintes avez-vous identifiées dans le déploiement opérationnel de ces projets? Au-delà d'une contrainte, je parlerais plutôt d'une difficulté pour les collectivités dans le recrutement de nouvelles compétences. On parle donc d'aspects techniques, technologiques, et trouver des compétences pour amener l'automatisation de leurs process et la maîtrise des données est une première difficulté. Mais je pense aussi qu'il y a une méconnaissance par les agents des contraintes entre une phase pilote. On a vu beaucoup de phases pilotes dans les smart cities qui sont déployées ces dernières années. Passer d'une phase pilote à une phase opérationnelle demande une vision et des attentes toutes différentes. Par exemple, bien comprendre les besoins du métier, mais aussi le déploiement, comment des objets se déploient dans la nature, quelles sont leurs contraintes. Le côté sécuritaire qui arrive pour arriver à maîtriser ces enjeux-là. Comment une solution qui est opérationnelle doit être supervisée, doit être supportée, parce qu'on doit avoir des compétences en interne. Quelle est la montée en charge à venir? Comment se projeter? Mais aussi des enjeux qui sont, et comme l'a évoqué Olivier tout à l'heure, l'empreinte carbone de ces solutions, le choix des capteurs, de la sobriété numérique, du numérique responsable, de l'éthique aussi des algorithmes. Ça, c'est un enjeu de connaissance, de compétences à avoir. Et le dernier, c'est comment maîtriser cette souveraineté de la donnée dont Mathieu et Olivier ont parlé. Toutes ces contraintes sont différentes aussi en fonction de la taille de la collectivité et de leur maturité numérique. C'est pour ça que chaque collectivité, finalement, a une contrainte spécifique. La Smart City, un territoire intelligent, est vraiment transverse à l'organisation. Donc, il y a des enjeux de recouvrement de compétences qui sont importantes et ça, c'est ce qui contraint un peu les déploiements pour passer à l'échelle. Olivier Legros, le territoire couvert par Val-de-Loire numérique est bientôt entièrement fibré. Un des défis à venir pour votre structure, comme pour les acteurs de la filière, est de passer des infrastructures aux usages.
Quel chemin pensez-vous emprunter pour y parvenir ? Effectivement, comme vous le disiez, Erwan, on est sur un territoire qui sera, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, prochainement entièrement fibré, et on déploie également un réseau Wi-Fi public qui est très axé sur l'usage touristique, parce que comme vous connaissez tous un peu notre territoire pour ses châteaux et ses paysages, donc on a une forte attractivité touristique, et donc on a déployé un réseau Wi-Fi public. Donc fibre d'un côté, Wi-Fi public de l'autre. Donc ce sont des deux infrastructures structurantes qui ont été déployées, mais avec des modèles différents. Pour la fibre, on est sur une DSP concessive avec TDF, et sur le Wi-Fi public, on délivre un service public industriel et commercial en régie en quelque sorte, puisque c'est nous qui déployons ce réseau et qui l'exploitons en partenariat avec un prestataire bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, on est conscient que sur la partie territoire connecté et durable, on va être obligé de cheminer et de faire évoluer un certain nombre de choses. Déjà sur notre organisation, sur nos compétences. Donc, on essaye d'être dans l'anticipation, et la mission de conseil va nous y aider pour pouvoir préparer au métier de demain, pour accompagner ces nouveaux usages. On pense qu'on va devoir aussi probablement faire des inflexions sur la gouvernance, puisqu'aujourd'hui, on déploie des réseaux qui répondent à finalement des règles d'ingénierie relativement claires, avec des modèles de déploiement relativement uniformes, même si chaque territoire est un cas particulier, bien sûr, et il y a de la diversité, mais malgré tout, le modèle qu'on déploie est relativement standardisé. Et enfin, c'est pas le moindre des sujets, il y a le sujet du financement. Sur chacun des deux projets que l'on a réalisés jusqu'à présent et que l'on continue de déployer, on a mis en place des modèles de financement et des plans de financement qui étaient robustes, et notamment grâce aux aides gouvernementales. Aujourd'hui, c'est encore un modèle de financement dont les contours sont un peu flous. On attend également de nos conseils, et puis aussi de la veille que l'on réalise au quotidien sur ce sujet, des éclairages qui vont nous permettre de prendre les bonnes orientations. Mathieu, l'appel à projet qui a fait suite au rapport que nous avons remis à la DGE avec un consortium fut l'occasion de mieux percevoir les grandes tendances de marché et les défis à relever conjointement entre acteurs publics et acteurs privés. Quel retour pouvez-vous nous partager sur la première fenêtre de cet appel à projet ? Cet appel à projet Territoire intelligent et durable vise à promouvoir le passage à l'échelle des territoires intelligents et durables précisément. Et pour ce faire, il mobilise une enveloppe de 30 millions d'euros distribuée à l'occasion de 2 relèves. Et donc de cette première relève qui a eu lieu en janvier 2022, on peut tirer un certain nombre d'enseignements. En premier lieu, l'intérêt des acteurs publics et privés sur le sujet de la donnée, qui était d'ailleurs identifié dans l'étude que vous avez remise à la DGE et qui est pleinement confirmé ici avec une bonne quinzaine de dossiers reçus à l'occasion de cette seule première relève. Tous les territoires sont représentés dans les dossiers que nous avons reçus au sein des consortiums. On y trouve des territoires urbains, ruraux, touristiques, industriels, etc. Aussi, des partenaires privés sont partie prenante des consortiums et vont offrir des solutions, développer des solutions permettant l'utilisation de ces données pour la bonne réalisation de ces projets. Et enfin, la majorité des dossiers mettent la plateforme de données au cœur de leur projet, ce qui correspond pleinement aux attentes et à la philosophie de cet appel à projet. Merci à vous trois pour la richesse de ces échanges. Merci à tous les participants de ces 10 chroniques qui ont accepté de jouer le jeu parfois exigeant de notre émission. Nous avons voulu, avec Infranum, donner un écho important à notre rapport publié à l'automne dernier. Nous avions l'ambition d'interroger des acteurs publics ou privés de toute taille qui avaient ou non participé à la préparation du rapport. Nous souhaitions aussi donner à voir, mieux voir les enjeux, mieux les cerner, mieux voir aussi les implications concrètes de nos recommandations, mieux comprendre comment elles pouvaient trouver une déclinaison opérationnelle dans les territoires. Les mois à venir seront passionnants, à n'en pas douter. Avec Infranum, KPMG restera aux côtés des acteurs publics comme des entreprises pour les aider avec leur regard, avec leur singularité, à porter et réussir leurs projets. Merci à Alexandre Durand, merci à Radio KPMG et à très bientôt sur ces ondes. Eureka, une émission de Radio KPMG.